Donc, Tarantino, petit réalisateur que vous ne connaissez peut-être pas. Donc aujourd'hui, on va faire un top 10 personnel. Donc selon moi, des films de Tarantino. On va faire donc du numéro 10 au numéro 1. Bien qu'il ait fait seulement 9 films, je le citerai bien. Kill Bill volume 1 et volume 2 est considéré comme un seul film. Mais parce qu'un top 10 c'est plus fun qu'un top 9, on va les séparer en deux. Donc je vous préviens, c'est un top 10 personnel. C'est mes choix. C'est selon mes goûts et selon ce que j'aime. Tarantino, donc, c'est un petit réalisateur que vous avez peut-être entendu parler. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais je vous conseille ses films. On va pas le numéro 10, oui, mais on va le mettre. Ça, voilà. Donc, c'est peut-être un petit réalisateur que vous n'avez pas entendu parler. Il commence à peine. Il a besoin d'amour. En vrai, sans joke, Tarantino, ça va être un top 10 assez difficile. Ça va être assez difficile pour vrai parce que. Si je n'avais pas découvert ces films, je ne serais pas là aujourd'hui en ce moment en train de vous parler. Pas que je serais mort, mais dans le sens que mon amour du cinéma est littéralement né en voyant Pulp Fiction. Quand j'ai découvert Pulp Fiction, je suis tombé en amour avec le cinéma. Donc c'est sûr que il n'y a aucun film sur la Terre, il n'y a aucun film qui ne me fera jamais un effet aussi fort que Pulp Fiction. Il y a vraiment un après et un avant dans ma vie. Pas juste dans mon point de vue d'art, mais vraiment dans ma vie, il y a un avant et un après. Pour ce film-là. Je vais juste arranger ça, voilà. Donc ça va être très difficile. Ça va être très difficile. J'ai réécouté tous les films et c'était un plaisir de réécouter tous ces films-là. Je les avais tous déjà vus, bien sûr. Certains que je n'avais pas vus depuis 2010, depuis en fait que j'ai découvert le cinéma depuis mon secondaire. Et c'est très intéressant de voir des films aujourd'hui sur Tarantino par rapport à mon regard d'adolescent d'il y a 10 ans, d'il y a 15, 14 ans même, pour certains. J'aimais Tarantino au début pour sa violence, pour son cool, pour sa musique. Et aujourd'hui, même si j'aime encore ça, j'aime... Oui, bonjour le chat. Aujourd'hui, j'aime les films pour beaucoup plus que ça. J'apprends à regarder sa mise en scène, j'apprends à regarder ses dialogues et c'est très intéressant. On en reparlera surtout pour Kill Bill, de voir comment j'ai un autre regard sur ces films-là. Ça va être très compliqué, comme je vous dis, parce que à part peut-être pour un film, il n'y a aucun film de Tarantino que je trouve mauvais. Il n'y a qu'un seul que je n'ai vraiment pas embarqué et que je n'ai pas embarqué la première fois que je l'ai vu, que je n'ai pas embarqué quand je l'ai vu cette semaine. Mais sinon, ça va être très difficile parce que je les aime tous, honnêtement. J'ai un très grand mot pour tous ces films-là. Et puis c'est facile d'écouter du Tarantino, là. Pour moi, en tout cas, je trouve. C'est du bon monde. Ce qui est fun de Tarantino, parce que là aussi, j'entends déjà peut-être dire. J'entends déjà peut-être des gens qui vont le dire. Ah oui, mais Tarantino, c'est un réalisateur surcoté, tout ça. C'est un réalisateur que tout le monde parle, mais il y a des plus grands réalisateurs aujourd'hui. Je sais, il y a des grands réalisateurs aussi qu'on ne parle pas assez, que tout le monde remange tout le temps les mêmes noms, Scorsese, Spielberg, tout ça. Mais vous connaissez sûrement l'allégorie de la caverne. Pour moi, le cinéma, c'est un petit peu comme l'allégorie de la caverne. Quand tu regardes les ombres projetées sur le mur, quand on regarde le feu, quand on regarde le soleil, on pourrait parler un petit peu de la même chose avec l'art. Avant de voir Pulp Fiction, je regardais les ombres sur les murs. Je regardais des films comme Scary Movie, Epic Movie, des films très caves que tu mets ton cerveau à off puis que c'est juste comme du gros divertissement sale. Et je dis ça comme si c'était méchant, mais il n'y a aucun mal à regarder du divertissement. C'est pas ça que je veux dire. Et avant d'arriver au soleil, donc des films artistiques que je peux écouter comme Rashomon et Les 7 Samouraïs, ou je ne sais pas, des films d'auteur un peu plus poussés, il y a une différence. Tu peux pas passer de Epic Movie à écouter Rashomon dans la même fin de semaine si tu n'as jamais vu autre chose dans ta vie que des films comme Epic Movie et Scary Movie. Il faut que tu aies une graduation dans ton cinéma, selon moi. Et ça se peut aussi qu'il y a du monde qui ne peut pas aller plus loin dans une graduation, qui ne peut pas écouter Rashomon puis qui n'auront pas ça et c'est bien correct. Mais Tarantino,
comme Scorsese, comme Spielberg, comme David Fincher, comme Wes Anderson, je trouve que c'est une parfaite graduation entre le cinéma commercial et le cinéma d'auteur. C'est une graduation qui est parfaite. Tu écoutes des films de Tarantino, tu peux mettre ton cerveau à off, tu vas t'amuser en général, pas toujours. En général pour le cerveau à off. Tu peux t'amuser, tu peux mettre ton cerveau à off et tu vas trouver du divertissement d'action très le fun. Sauf que c'est très artistique aussi. Il y a des références à du cinéma plus de niche. Donc je trouve que c'est parfait. Ce genre de réalisateur-là, c'est le genre de réalisateur que je veux être. Je veux pas être un réalisateur artistique de niche que seulement les critiques de films écoutent, mais je veux pas être un cinéma commercial qui est vide. Moi, je veux être un cinéma de lien. Un cinéma qui lie les deux. C'est pour ça que, oui, tout le monde parle de Tarantino. Mais Tarantino fait quelque chose de quand même assez important, c'est qu'il nous fait découvrir du cinéma qu'on connaît moins. Si, comme moi, vous êtes comme moi, un adolescent qui ne connaissait rien au cinéma avant. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je les ai écoutés en ordre chronologique de Reservoir Dogs à Once Upon a Time in Hollywood. On va parler aussi, on va ouvrir tout de suite la page IMDb parce qu'on va parler aussi de Tarantino, mais on va parler aussi des gens qui sont derrière la caméra ou même des fois devant la caméra. On va pas parler juste de lui, on va parler de son équipe derrière. Donc, je vous ai dit, il y a un film que j'ai pas embarqué du tout. Là, j'entends le chat qui miaule. Il y a un film que j'ai pas embarqué du tout. Il y en a un, c'est ironiquement le seul qu'il n'a pas écrit. Mais qu'il n'a pas écrit qu'il n'a pas écrit, ce n'est pas son œuvre originale, il l'a tiré d'un livre. C'est Jackie Brown. C'est lui que je mets en 10e. De tous ces films, c'est vraiment celui où j'aime moins les personnages, que j'aime moins les dialogues, que les scènes d'action m'intéressent moins. Il n'est pas un pur déchet, Jackie Brown. Mais même il y a 10 ans, quand j'ai revu, c'est la même impression qu'aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de la misère à accrocher. T'es d'accord? Parfait. Merci Fred. Parce que même si je sais que c'est tiré d'un livre, mais donc c'est très intéressant. Aussi, ce qui est très intéressant, vous allez voir ça, mais mon 10e est peut-être et dans mon top 3, ça va être les deux films de Tarantino qui sont le moins tarantinesques. Vous allez voir, mais Jackie Brown, je trouve qu'il n'est pas très tarantinesque. Me suis foutu de ce film. Ah, pourquoi t'as pas aimé? Pourquoi tu t'en es foutu, Pat? Tu t'en parlais? Veux-tu l'écrire, en fait, plutôt? Mais j'aime beaucoup la musique. Ah, t'étais jeune. Tu avais faim. T'avais faim, t'étais jeune. Donc, tu t'es foutu de ce film. Dans le sens comme tu t'en foutais. Genre, c'était pas important ou tu voulais dire. T'as mangé en fait pendant que le film jouait puis tu l'écoutais pas? Parce que c'est ça aussi. Jackie Brown, c'est pas non plus, comme je dis, une pure daube. Il y a de la mise en scène et c'est très intéressant aussi. Sur un point. Tu viens de faire Reservoir Dogs, tu viens de faire Pulp Fiction, le public t'acclame. Ça m'a même pas marqué, je n'ai pas senti sa signature. Mais c'est ça, je rebondis sur ce que tu dis. Tu viens de faire Reservoir Dogs, tu viens de faire Pulp Fiction, tu viens de gagner à ton deuxième film le Festival de Cannes, la Palme d'Or. Tous les autres réalisateurs te copient. On revenait en 97, ok, environ quand Jackie Brown est sorti, je pense en Jackie. On peut aller avec. On va aller voir. Brown. On est en 97, tous les autres réalisateurs te copient. Tu viens clairement de créer une signature. Tu viens avec Jackie Brown. Si tu es un réalisateur indépendant qui veut faire un film de mafia un peu ou de petit gangster, tu t'inspires de Reservoir Dogs, tu t'inspires de Pulp Fiction. Tarantino a créé vraiment une panoplie de réalisateurs qui l'imitent. Comment tu veux rebondir après? Tu peux pas faire un film qui ressemble exactement à ce que tu as fait avant parce que tout le monde est en train de te copier. Tu as goût sûrement de sortir un peu de tes sentiers battus. Tu as goût de faire quelque chose qui, tout en essayant d'être toi-même, est différent, te renouveler. Tarantino, aussi étonnant que ça peut être, je trouve ça bien. Il y a certains moments qui se renouvellent beaucoup et là-dedans il essaye. Je trouve par contre qu'il ne réussit pas, contrairement à d'autres films où il va donc essayer de se renouveler, essayer d'aller plus loin dans sa filmographie. Là, il ne réussit pas. Comme j'ai dit, déjà là, c'est le seul film qui est basé sur un roman. Donc c'est pas lui qui a eu l'idée à la base. C'est le seul film qu'il a fait avec Guillermo Navarro. Donc il a essayé un nouveau directeur photo.
Pulp Fiction et Reservoir Dogs étaient avec une autre directeur photo. Sally Menke, on va parler beaucoup de Sally Menke, c'était sa monteuse. Elle a travaillé sur la majorité de ses films. Ils vont rester ensemble tout le long. David Wasco aussi, on va en parler un petit peu parce que c'est son directeur artistique, donc il a eu des décors. Il est resté avec lui très longtemps. Est-ce que Quentin joue dans tous ses films? Il joue pas dans tous ses films. Je pense qu'il joue pas dans Jackie Brown. Il joue dans Reservoir Dogs, il joue dans Pulp Fiction. Il fait une voix dans Jackie Brown, dans Kill Bill. Il joue dans Reservoir Dogs. Il fait un mort dans Inglourious Bastard. Il joue pas dans... Non, il joue pas dans tous ses films parce qu'il joue pas dans Hateful Eight. Attends, on va voir. Jackie Brown. Ah, oui, il fait la voix. Il fait une voix sur une machine. Et il fait une voix dans Kill Bill. Mais ça, je pense pas qu'il... Ah, il fait le narrateur dans Les 8 Enragés. On dirait bien que oui. On dirait bien qu'il est dans tous ses films. Ah ben. Mais c'est ça, des fois, c'est comme dans Inglourious Bastard, il fait un soldat mort. Et un nazi scalpé. Mais donc, c'est ça. Jackie Brown, par contre, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce qu'il joue dedans, bien sûr. En fait, il gagne plus d'argent. Si tu fais... Pourquoi payer un autre figurant quand tu peux, le réserve peut lui-même se faire scalper à la face? Mais donc, c'est ça. Jackie Brown, par contre, il y a de la musique que j'aime beaucoup, la musique qui est très douce, mais on parle souvent, il y a deux choses dans ce qui caractérise Tarantino, c'est souvent ces scènes d'action très violentes et ces dialogues très très cool. Là-dedans, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de scène d'action déjà très violente et il n'y a pas il y a des gens qui meurent, mais c'est pas très très tarantinesque. Et les dialogues cool servent pas à grand chose. Ils apportent rien. D'habitude, même quand il y a un dialogue cool, il va souvent avoir une fin ou une analyse plus tard. Et gardez ça en tête, même si les dialogues des films Tarantino sont des analyses souvent sur la pop culture ou sur la vie de tous les jours, ça apporte de quoi au film, en général. Rappelez-vous de ça. Dans Jackie Brown, il n'y a pas ça. La musique est bonne. Je trouvais que l'acteur le plus intéressant dans Jackie Brown, je m'en foutais de Pam Grier puis de son vol d'argent. Je trouvais que le personnage le plus intéressant, c'était Robert Forster, celui qui joue ce monsieur-là. C'est lui qui libère en fait la personnage principale. Il est amoureux de Jackie Brown. Et je trouvais que c'est ça la partie un peu intéressante, c'était l'histoire d'amour. Théoriquement, c'est j'avais déjà dit en blague, j'aimerais voir Tarantino faire une comédie romantique. Ouais, c'est pas une comédie, mais c'est le plus proche qu'on a d'une histoire d'amour dans un film de Tarantino. Mais c'est ça, j'ai pas accroché. Il y a aussi une autre chose avant de continuer. Tarantino avait déjà dit il y a deux façons de voir ses films. Il y a ces films qui se passent dans la réalité de la vie de tous les jours et des films comme Kill Bill qui se passe donc dans un univers cinématographique. Allô? J'ai jamais vu Jackie Brown, j'imagine que j'ai bien fait. Non, ben écoute, honnêtement, c'est pas le pire film. C'est pas le pire film. Oui, dans Django, il y a une histoire d'amour. Oui, mais on voit pas beaucoup Kerry Washington. Et dans Jackie Brown, c'est plus, quand je dis un film d'amour, c'est comme deux personnages qui se rencontrent et il y en a un qui tombe amoureux puis qui va tout faire pour aider l'autre. C'est le plus proche. Dans Django, ils sortent déjà ensemble. C'est plus ça. C'est plus une histoire de sauver une princesse, en fait. Qui littéralement, il dit ça dans le film. Mais ça, de Jackie Brown, c'est pas un mauvais film. C'est pas ça que je dis. Juste... C'est pas la fin du monde si vous le voyez pas dans sa filmographie. Si vous voulez voir tous ces films, vous pouvez peut-être l'aimer. Mais... Donc il y a deux sortes de films dans Tarantino. Il y a les films qui se passent dans un univers réaliste et des films qui se passent dans un univers cinématographique. Si vous voulez savoir lequel qui se passe dans quoi, regardez le nombre de sang qu'il y a. Quand vous regardez Kill Bill, Django et Hateful Eight, il y a beaucoup d'hémoglobine. Ça coule à profusion. C'est des films qui sont cinématographiques dans le sens, ils se passent au cinéma. Souvent, Tarantino il disait Kill Bill, je l'ai fait comme un film que mes personnages de Pulp Fiction pourraient aller voir au cinéma puis en parler après.
Réservoir Django, c'est le genre de film que les personnages de Once Upon a Time in Hollywood pourraient regarder après. Donc, Jackie Brown se passe dans un univers réaliste, pour ceux qui n'ont pas des scènes d'action comme Kill Bill. Mais il n'y a pas la coolitude de Jackie Brown. Et comme je le dis, c'est normal, il voulait se réinventer, tout le monde le copie. Tout le monde le copie en ce moment dans cette période-là. Il veut essayer de se distancier des imitateurs pour pas genre juste dire regardez, je suis capable de faire un truc. Par contre, après Jackie Brown, il a pris 6 ans avant de faire un autre film parce qu'il voulait se ressourcer. Il a vu que ça n'avait pas aussi bien marché. Il y a pas mal de sang à la fin de Once Upon a Time in Hollywood. Oui, mais c'est de la violence, on va en reparler, mais c'est de la violence très réaliste. Et tu sens que c'est dans Kill Bill ou dans Django, quand ils se font couper ou ils se font tirer dessus, le sang il gicle comme si c'était une fontaine. Tandis que dans Once Upon a Time in Hollywood, quand ils mangent un coup, tu sens que c'est un vrai coup de poing que tu aurais pu donner. Jackie Brown, c'est pas un navet, mais c'est sûr que comparé au reste, il est facilement 10e sur la liste. Je suis d'accord. Ouais, merci. Mais ça, donc après Jackie Brown, il a pris 6 ans avant de faire un autre film, avant de faire Kill Bill. Il a voulu se ressourcer, il a voulu retravailler son style, aller plus loin. C'est pas la première fois, il va le faire une autre fois aussi plus tard. Mais bon. Et donc là, ça c'est plus facile. Après ça, 9e. Et c'est là que ça commence à être un peu plus difficile parce que à partir de ce moment-là, c'est des films que j'aime en général beaucoup. Dans le fond, j'ai pas vu aucun de ces films sanglants. Non, c'est vrai, t'as pas vu Django? Pas vu Django? Rose? Pas vu Kill Bill, ça je sais. Hateful Hate, c'est quand même assez sanglant. Ouais, c'est ça. Et le commando des bâtards, il est violent, mais le sang, comme quand il coupe ou des affaires qui arrivent, c'est de la violence assez brute et cruelle. Donc là, dans le 9e, j'hésite entre 2 films. Mais je pense que je vais y aller avec Death Proof, à l'épreuve de la mort. J'ai réécouté, comme j'ai dit, c'est tous des films que j'avais pas vus depuis longtemps. Je me rappelle exactement la première fois où j'avais vu Death Proof. J'étais avec mes amis à l'adolescence, on était 5 gars et on était dans le sous-sol de chez Christian, mon meilleur ami. On connaissait Tarantino, à quel point ses films étaient cool et tout ça. Et on avait tous été déçus. On était jeunes, on avait 16 ans, on s'attendait à un film genre un peu plus d'action. En le réécoutant, parce que on se rappelait comme c'est vraiment bizarre à l'épreuve de la mort, le film est séparé 50-50. La première 50% du film, ils font juste parler. C'est du blablabla sans cesse, avec une petite scène au milieu d'action où ils se font. J'ai pas résumé le film, mais j'imagine que vous les connaissez un petit peu. Jackie Brown, en fait, c'est l'histoire de Jackie Brown qui travaille pour un gars un gangster. Et elle, Jackie Brown, c'est une hôtesse de l'air. Et elle emmène de l'argent de l'étranger illégalement avec son voyage. Et Death Proof, ben, c'est un gars c'est un cascadeur qui tue sa voiture de cascadeur. Donc une voiture qui est à l'épreuve de la mort. Quand il conduit, même s'il y a un accident, il ne pourra pas mourir. Et il l'utilise pour tuer des femmes. Clairement parce que c'est une sorte de perversion sexuelle, tout ça. Donc c'est un tueur en série avec son auto. Mais ça, donc le film est séparé 50-50. Le premier 50%, ça parle beaucoup. L'autre 50%, c'est de l'action brute totale, course de char, tout ça. Le gars, il essaie de tuer un deuxième trio de filles, comme il a fait au début. Mais il réussit pas, puis les filles décident de se venger, puis le poursuivre, course d'auto, et de le tuer. Spoiler, le film est sorti en 2006. À l'épreuve de la mort, si on oublie aussi ce qui est intéressant dans l'épreuve de la mort, par contre, c'est que le film est sorti en Grindhouse, donc avec un autre film, Planète Terreur, de Robert Rodriguez. C'était 2 films qui sortaient au cinéma, puis il y avait au milieu des fausses bandes annonces. Tu regardais le film, tu revoyais le premier, après ça, tu voyais le deuxième. Oublions que Planète Terreur, j'ai beaucoup plus aimé. Je trouve qu'il est vraiment plus intéressant. Oublions ça. Oublions que Planète Terreur est un film plus intéressant j'ai des gros mots, là. Est un film que j'ai plus aimé qu'à l'épreuve de la mort. Si je réécoute juste ce film-là, je le trouve pas si incroyable. Pourquoi? Oublions aussi, ça me dérange pas qu'un film est 50% parler, 50% action. Je trouve que pas les conversations qu'ils ont, comme j'avais dit plus tôt pour Jackie Brown, n'apportent rien.
quand les films, les filles parlent au début de films de char, c'est pas pour une analyse sur la société, c'est juste pour citer le plus de films de char possible dans le film. Quand les autres personnages parlent de leur histoire d'amour, c'est pas pour les développer, ben, ils développent un peu, mais ça n'aboutit à rien. Les filles vont mourir après, tuées par Kurt Russell. Le 50% de blabla n'apporte rien à les 50% d'action. Ils développent un peu les personnages, on apprend qui ils sont, mais c'est pas il n'y a pas d'arc narratif du personnage. En fait, même à l'épreuve de la mort, contrairement à tous ces autres films, il n'y a pas d'arc narratif à aucun personnage. Le personnage principal, c'est Kurt Russell qui relie tout le film. Donc Kurt Russell qui est le tueur en série en auto. Et c'est l'acteur qui joue le tueur en série en auto. Et il est là, mais il parle pas beaucoup, on le voit juste à la fin. Ça apporte pas grand-chose. C'est pour ça que je le mets en 9e. Le film, je m'amuse quand je regarde, tu sais, je m'amuse, je le trouve pas mauvais. Genre, j'aime visuellement, il est très beau. Les scènes d'action sont bien réalisées. Ça apporte rien. Je m'en foutais. Comme aussi, on dirait que c'est deux films séparés qui sont reliés par un personnage et la transition se fait bien, mais il n'y a pas d'évolution narrative. C'est plus ça qui me dérangeait à l'épreuve de la mort. Tarantino a souvent dit que c'était son film qu'il a le moins aimé de tout. Je le mets pas comme dans Jackie Brown parce qu'au moins je me divertis un petit peu plus et ça parle de cinéma, c'est très le fun. Je trouve que visuellement aussi il est plus intéressant. La musique aussi, je la trouve encore meilleure. Je trouve que les personnages sont... Même s'il n'y a pas des personnages si bien développés, je trouve que la personnage de Zoé Bell, donc celle qui fait la cascadeuse, il y a une fille qui fait une cascade accrochée sur un char puis il est dans la vraie vie la cascadeuse. Je trouve que le personnage est super le fun. Mais Osef, j'aurais envie de dire. Il y a aussi une autre chose que je trouve plate un peu de Dead Proof, c'est que, comme j'ai dit, c'était un grand... Ils ont fait Robert Rodriguez et Tarantino une sorte de Grindhouse, donc ils voulaient reproduire les films de série B et de série Z des années 60-70. Donc des films sans budget, avec la pellicule qui est toute détruite. J'ai écouté à 16 ans à la fête de Joseph, c'était bof. Mais moi aussi, ça, j'ai écouté adolescent, puis je me suis dit, peut-être qu'en le réécoutant plus vieux, c'était juste on était adolescent, ma culture cinématographique n'a pas évolué. Il est pas aussi mauvais que dans mes souvenirs. Il est pas... C'est ça. Il a pas augmenté dans mon estime plus que ça. Mais c'est ça, donc, il y a quelque chose que j'ai trouvé plate dans le film, dans l'épreuve de la mort, c'est que, comme je dis, Tarantino et Rodriguez voulaient faire des films de série B, série Z, donc des films avec peu de budget. Et la première moitié du film, tu le vois que c'est un film comme il fait semblant d'être un film à petit budget. Il fait des égratignures sur la pellicule, le son des fois coupe mal. Même une fois il pleut dans une scène où il pleut beaucoup. Et tu vois même je sais pas si c'est une erreur ou si c'est voulu parce qu'ils veulent faire un film style mauvais film, mais tu vois d'où l'eau sort dans le décor. Mais juste, disons, si c'est pas voulu, ça marche alors quand même. Mais juste le fait qu'il y a des égratignures puis le son coupe mal à certains moments, tu te dis, c'est cool, il essaie au moins de faire un peu film 60-70, les films qu'il a aimés. Mais quand tu arrives dans la deuxième partie, il n'y a plus ça. À partir du moment où il y a les poursuites en auto et la vengeance des filles qui veulent tuer Kurt Russell, l'image devient super clean, le son devient super clean, il n'y a plus les égratignures, il n'y a plus tout cet effet Grindhouse justement qu'on cherche. Ça devient un film de char comme récent. Et le film se passe dans notre époque, mais tu sais, je veux dire, pourquoi en plein milieu tu changes? Au moins à l'épreuve de Planète Terreur, de A à Z, il garde l'esthétique film boboche. Dead Proof, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est Tarantino qui a fait de la direction photo. C'est lui qui fait donc qui s'occupe de la caméra. Contrairement à d'habitude, donc c'est ça, le film avant. Je parle un petit peu de Jackie Brown. Le film avant de Jackie Brown. Le directeur photo, c'est la seule fois qu'il travaillait dans Jackie Brown avec ce directeur photo-là. C'est Guillermo Navarro, que vous connaissez peut-être comme étant le directeur photo du Labyrinthe de Pan et de plusieurs films
Guillermo del Toro. Il a fait Chronos, il a fait Pacific Rim. La seule fois que les deux ont travaillé ensemble. Après ça, donc, Tarantino, il a travaillé à partir de Kill Bill, toujours avec le même directeur photo, Robert Richardson, on va en parler plus tard. Bonjour Yolo Rabbit, merci pour le follow, c'est très gentil. Mais Tarantino, donc sur À l'épreuve de la mort, c'est lui qui s'occupe de la direction photo. Et c'est une très belle direction photo, je trouve ça très intéressant donc, pour ça. Mais, c'est ça. Ce n'est pas du tout, je trouve, son meilleur film. Par ce manque d'histoire, littéralement. C'est pas un manque d'histoire. Le film, c'est pas qu'il n'y a pas d'histoire. C'est juste qu'il n'y a pas d'avancée narrative, au final. C'est de l'action pure et brute, avec des références. Tarantino a voulu beaucoup s'amuser. Et la même année, en 2007, il y avait deux films qui étaient sortis, je sais pas si vous en rappelez, No Country for Old Men et There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. Et quand Tarantino a vu ces deux films-là, il a dit, OK, à partir de là, je vais peut-être devoir essayer d'améliorer encore mon cinéma, de me renouveler, d'essayer de faire un peu plus. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait les films qui ont plus récents, Inglourious Basterds, Django, Hateful Eight. À cause que jamais il s'est dit, OK, là, il faut que je me renouvelle, il faut que j'amène une coche au plus. Parce que Kill Bill 1 et 2 et Death Proof, c'est beaucoup des hommages à des films qu'il a aimés. C'est bien correct. Il y a comme un moment où il prend plus ses lettres de noblesse et sa maturité cinématographique. Ironiquement, sa maturité cinématographique, il l'avait déjà aussi à partir de Reservoir Dogs. Numéro 8. Numéro 8. Je pense que je vais y aller. J'hésite entre deux films. Et ça se peut que vous me détestiez. Attendez, je vais essayer juste de voir. Ça va être mes premiers, ouais. Ok. J'hésite entre deux films. Et je crois que je vais aller en 8e. Oui. Avec. Oh. Reservoir Dogs en 8e, je pense. Je pense que je vais mettre Reservoir Dogs en 8e. C'est quand même assez étonnant. Quand j'avais vu la première fois Reservoir Dogs, c'était parmi. J'ai mis combien? J'ai mis 6 sur 10 à l'épreuve de la mort. J'ai mis combien à Jackie Brown? Je pense que Jackie Brown, j'avais mis aussi 6 sur 10. Ouais. Et Kill Bill 2, j'ai sûrement mis 7. Et Reservoir Dogs, j'avais sûrement mis 8. Ouais. Sauf que j'hésite beaucoup parce que, en fait, Reservoir Dogs, mon problème avec ça, c'est que je trouve que c'est un excellent premier film. C'est super bien fait, l'idée est excellente, les acteurs sont bons, mais c'est vraiment la deuxième moitié du film. Ça se peut que je le change, là, on va juste en parler un peu. La première moitié du film, je la trouve vraiment moins intéressante que la deuxième. Un peu encore comme Death Proof à l'épreuve de la mort. Le film devient vraiment bon à partir du moment où, pour ceux qui ne connaissent pas Reservoir Dogs, c'est un chef de gang de rue qui réunit 8 étrangers pour faire un vol de banque. Le vol de banque se passe mal, il y a clairement une taupe, donc un policier dans la gang, et ils vont tous, ceux qui ont survécu, se réunissent donc dans un entrepôt vide pour essayer de trouver qui est le coupable, qui est le policier en tout cas. On voit jamais le vol de banque, il en parle, le film est en désordre, on commence le film avant le braquage, on arrive après ça, deuxième scène c'est après le braquage, troisième scène c'est pendant, mais comme pas le braquage, mais comme juste quand ils viennent de sortir de la banque. Donc le scénario est comme un film de Tarantino, tout déconstruit. Et il y a beaucoup de choses donc ça qui est super intéressant. Le film est un grand renouveau sur plein d'aspects dans le cinéma indépendant et sur le cinéma même de gangster. Les personnages sont intéressants, ils sont le fun. Et je trouve que par contre, il devient vraiment bon à partir du moment où un des gangsters amène un policier, il a kidnappé un policier et donc il l'emmène dans l'entrepôt vide. Et les policiers qui survivent le maltraitent pour essayer de trouver si leur otage, c'est qui la snitch, qui la taupe.
À partir de là, donc, vous connaissez si vous avez vu le film, vous savez quelle scène que je parle, la scène où Michael Madsen coupe l'oreille du policier sur une chanson de Stuck with the Middle with You, la scène de l'agent double, le policier qui raconte son histoire. Toutes ces scènes-là, je les trouve vraiment bonnes. Et le punch à la fin. Mais le début avant, je le trouvais moins intéressant. Je sais que c'est un film, c'est un premier film, donc je peux pas critiquer non plus sur la façon de filmer ou sur le budget, c'est pas ça que je fais, mais vraiment d'un point de vue scénario. La première scène, il parle, il y a un scénario très tarantinesque sur une analyse de la chanson de Like a Virgin de Madonna. Et ils disent donc que Like a Virgin, c'est une fille qui se fait baiser par une si grosse queue que c'est comme si elle faisait l'amour pour la première fois. En vulgarité, désolé, c'est un petit peu ça aussi Tarantino. Mais le scénario n'apporte rien. Il fait juste une analyse et ça finit là. Contrairement à d'autres analyses plus tard qui vont comme avoir des punchs ou des explications sur les personnages, là ça fait juste dire Like a Virgin, c'est, regarde, selon moi, c'est une fille qui se fait baiser par un noir qui a une si grosse queue que voilà, c'est comme si elle fait à moi la première fois. Puis un autre personnage qui dit moi je donne pas de pourboire parce que ça me tente pas. Puis c'est des dialogues très le fun, mais il apporte que peu de choses au final. Juste une analyse, voilà, de même on lance et c'est fini. Après ça, je trouve que ça prend du temps à partir. Mais c'est ça, j'hésite parce que l'autre film que je voulais mettre c'était Kill Bill Volume 2. Kill Bill Volume 2, quand je l'avais vu, en tout cas mon souvenir, il était vraiment très très inférieur au volume 1. Allô Royal, allô bonsoir, content de te voir. On parle donc de Tarantino. On est en train de faire donc mon classement personnel. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu en penses et nous dire qu'est-ce que tu aimes toi dans les films de Tarantino ou si tu es d'accord ou non. Je vais déjà me coucher, je me lève tôt demain, mais je vais écouter la suite demain. Django pour moi, oui. Je sais que pour toi, Fred, Django est très bon. Donc, tu seras peut-être surpris où est-ce que je le mets plus tard parce que, en tout cas, tu regarderas demain, mais passe-moi une soirée, Fred. Merci d'être venu. Donc, ça, Kill Bill Volume 2, j'avais vraiment un moins bon souvenir. Quand j'y pensais à long terme, quand j'étais jeune, je me rappelais, je trouvais que c'est un film qui parle beaucoup plus que le premier, puis qui est vraiment moins intéressant. Alors, rendu là, c'est hard déplacé. Je sais vraiment plus qui mon premier, mais c'est ça, c'est plus difficile de trouver qui disons, entre mon 7 et mon 8e, les mettre. Mais je pense que je vais le mettre Kill Bill en volume. Je trouve que Reservoir Dog est un excellent premier film, puis c'est pour ça que j'ai mis 8 sur 10 sur IMDb. Mais c'est ça, je le mettrais peut-être 7 même dans ma vie à cause de cet arc-là. Tandis que dans Kill Bill Volume 2, il y a un arc narratif super intéressant sur le personnage. T'es absolument pas d'accord? Mais vas-y, tu peux me le dire, Royal. On est là pour parler. Encore là, comme je dis, j'ai pas la vérité absolue. C'est un top 10 très personnel sur mes films. Et je sais que c'est pas d'accord. Parler d'un classement de Tarantino, meilleure façon pour se faire critiquer sur Internet quand on est entre cinéphiles. Tout le monde a son opinion sur les films de Tarantino. Mais c'est ça, Kill Bill Volume 2, c'est ça, je trouve que mais l'arc narratif de Béatrice, donc le personnage de la mariée, est vraiment plus intéressant. Le personnage est beaucoup plus étoffé. Dans ma tête, c'était vraiment plus du blabla, mais les discussions amenaient quelque chose au moins au personnage. Je me rappelle de la discussion où Bill dit à Uma Thurman, le personnage de Uma Thurman, j'aime beaucoup Clark Kent, parce que Clark Kent, contrairement à Batman et Bruce Wayne, Batman c'est un costume, Clark Kent c'est lui le costume. Et il fait une analyse sur les personnages de super-héros. Et là il dit à la fin à Uma Thurman, son personnage, toi t'es Superman, mais tu te déguises en Clark Kent, tu fais croire que t'es pas une assassine, alors que c'est ça que t'es au final. L'analyse qui est arrivée, l'analyse, le dialogue tarantinesque apporte quelque chose à l'histoire. C'est pas juste Like a Virgin, je le dis parce que c'est drôle c'est intéressant de dire ça. C'est très intéressant. Moi, ça apporte rien. Les scènes aussi de bataille dans Kill Bill, je trouve. Combien sur 10 Kill Bill 2 fois? Je comprends pas ta question, Guy. Combien sur 10 Kill Bill 2%?
Ah, combien sur 10 Kill Bill 2? Ok. J'avais mis 7 sur 10. Mais tu vois, genre, encore là, pas consistant parce que j'ai mis Reservoir Dog 8 sur 10 et Kill Bill 2, j'avais mis 7. C'est pour ça que c'est si difficile. J'avais vraiment un meilleur souvenir de Reservoir Dog positif que quand j'ai réécouté cette semaine. J'avais un moins bon souvenir, un moins bon avis de Kill Bill Volume 2 que quand j'ai réécouté cette semaine. Donc peut-être que ça joue aussi, quand j'ai revu Reservoir Dogs, je me suis dit ah oui, ça c'était tellement bon, puis je réécoute, puis j'étais moins surpris. Puis là j'arrivais à Kill Bill Volume 2, puis j'étais comme ah, ça c'est un des films que j'aime le moins de Tarantino, et ça m'a aussi plus surpris. J'aime beaucoup la bataille entre, comment ça s'appelle déjà, entre Uma Thurman et Elle Driver, celle qui manque un œil. La bataille dans le de sabre, dans la vieille roulotte, je le trouve vraiment bon. Mais c'est ça, mais comme tu dis, Royal, de souvenir, j'avais vraiment préféré Reservoir Dog. Genre, je l'avais même, avant de le réécouter cette semaine, j'avais mis 9 sur 10. Et quand je l'ai vu, j'ai fait comme ah, peut-être que c'est juste moi, tu sais. Il y a aussi une question d'attente. J'avais beaucoup de peur de réécouter certains des films que j'avais pas vus depuis 12 ans. Parce que, surtout Pulp Fiction, exemple, comme j'ai manqué au début, Royal, mais Pulp Fiction, c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. Tarantino, c'est la personne qui m'a fait aimer le cinéma. Donc c'est pour ça que quand je mets des classements, c'est assez difficile. Pulp Fiction numéro 1, on va en reparler. Mais Pulp Fiction, c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. Donc, j'avais peur de le réécouter cette semaine en me disant comme shit, peut-être que le film qui m'a fait aimer le cinéma est moins bon que dans mes souvenirs. Le Commando des bâtards, c'est le premier film de Tarantino que j'ai vu au cinéma à partir du moment où j'ai connu Tarantino, donc en 2009. En 2008 que j'ai connu Tarantino. Le film Commando des bâtards était sorti en 2009. J'avais pas revu depuis 2010 le Commando des bâtards, puis j'avais vraiment peur de le revoir. Je me suis dit, c'est des films que j'ai adorés, c'est des films qui font partie de moi. Reservoir Dogs aussi, donc quand j'ai revu Reservoir Dogs, puis j'étais un peu moins hypé que dans mon souvenir, l'effet de nouveauté était plus là, j'avais peur de voir les autres. Reservoir Dogs n'est pas un mauvais film, mais je trouve que Kill Bill est meilleur que dans mes souvenirs que Reservoir Dogs. Juste voilà. Kill Bill volume 2. Les scènes d'action sont vraiment intéressantes et même les personnages, les moments dramatiques entre Bill et Uma Thurman sont vraiment plus touchants. Je sais pas pourquoi. Peut-être que genre j'ai vieilli. Toute cette relation avec la mère, comme la relation maternelle avec sa fille, j'ai trouvé ça vraiment touchant. J'ai trouvé qu'il y avait une belle profondeur aussi au personnage que j'avais pas vu avant. Rester pris dans la nostalgie, c'est rarement bon. Oui, c'est sûr. Exemple, mon film préféré de tout état, c'est Trainspotting. Je l'ai pas revu depuis 7 ans. Et des fois, je veux le réécouter, puis je me dis, t'imagines, je réécoute mon film préféré, puis je l'aime plus. Ça se peut. Pas facile, par contre. Kill Bill, donc, Kill Bill 1 et 2 avaient été tournés ensemble, puis ils étaient tellement longs qu'ils l'ont sorti sur deux films différents. Et je sais que donc, que Kill Bill volume 1 et volume 2, théoriquement, je devrais les classer ensemble, parce que pour Tarantino, ce n'est qu'un seul film. Pour un top 10, comme je dis, on va le mettre séparé. C'est la première fois que Tarantino travaille avec Robert Richardson. Robert Richardson, qui est donc un directeur photo qui travaille depuis comme assez longtemps en cinéma. Si vous le connaissez pas, c'est lui qui a fait aussi The Aviator, c'est lui qui a fait aussi des films de JFK, il a gagné 3 Oscars. Vous pouvez voir aussi tous ces films qui ont été nominés. Il a fait Platoon, Born on the 4th of July, JFK, et à partir donc de Kill Bill, ça a été lui qui a travaillé tout le temps avec Tarantino, sauf sur Death Proof. Boulevard de la Mort, je trouve qu'il mérite une meilleure place. Je suis complètement fan du personnage Mike le Cascadeur. Oui, je trouve, mais tu vois, je trouve que c'est ça, je trouve que le personnage de Mike le Cascadeur est super bon et vraiment le fun, mais j'avais moins, comparativement à d'autres personnages de Tarantino que je suis fan, un attachement. C'est plus peut-être d'un point de vue, je suis peut-être trop critique là-dessus. Il y avait pas parce que c'est pas obligatoire dans un film d'avoir un développement pour un personnage. Mais il y a pas, j'en voulais plus puis j'en ai pas eu assez. J'étais comme sur ma fin. Death Proof, mon problème c'est que en fait je suis sur ma fin, à la fin. Ouais. Donc bref. Donc Kill Bill Volume 2, c'est ça, j'ai trouvé beaucoup intéressant. Les scènes de bataille, j'ai beaucoup aimé la chorégraphie, le personnage de Elle Driver. Et c'est ça, donc toute la fin, comme je disais, sur le personnage qui meurt. Vous savez, Bill meurt, le film s'appelle le même. Et l'émotion que Uma Thurman en ressort. Il y a aussi quelque chose, je me demandais. Tarantino, il a travaillé avec Harvey Weinstein.
connaissez. Si vous ne connaissez pas Harvey Weinstein, c'est une sale ordure qui a agressé une centaine de femmes à Hollywood dans les années 80-90, début 2000. Il est sorti dans la période #MeToo, il a été cancel et je pense qu'il est en prison ou son procès sort bientôt. Uma Thurman, je pense de mémoire, faisait partie des victimes. Et donc Tarantino, c'était son producteur à partir de son premier ou deuxième film, Harvey Weinstein. Il y a un certain côté. Des fois, je regardais ces films en ayant ça en tête. Kurt Russell, disons, à l'épreuve de la mort, un personnage qui tue des jeunes femmes pour des raisons sexuelles. Uma Thurman qui donc sort avec un vieux monsieur. Je sais pas s'il y avait des messages de même ou si c'est juste une analyse d'aujourd'hui, je sais pas. Je trouvais ça juste intéressant parce que j'imagine que Tarantino devait être au courant. Je sais pas. Bref. Et aussi donc il était pas au courant? Non, il était pas au courant. Toi, tu le savais par contre, Guy. Toi, tu étais au courant que si Tarantino était. Tarantino veut juste des pieds. Oui, c'est vrai que Tarantino, si vous le savez pas, est un fétichiste des pieds. Donc, dans ses films, quand tu regardes, ça se remarque beaucoup. Il y a beaucoup de pieds de femmes. Bon, bref. Et maintenant, on va aller au 6e. Et là, vous allez pas être d'accord avec moi. Puis je sais que Fred est parti, mais vous allez être fâchés. Mon 6e, c'est comme c'est dur à dire. C'est difficile. Et 6e, je mets Django. Moi, c'est Les Affranchis qui t'a laissé sur la fin. Je peux te comprendre aussi. Ouais, tout le monde. Ah, comment ça? Ouais. Django en 6e, je sais. Et je vais expliquer pourquoi. Même si ça fait du sens dans l'histoire, mais ouais. C'est la guerre des trucs qui t'a fait aimer. Mais oui, je peux comprendre aussi les Affranchis. Moi aussi, genre, quand j'avais vu, je m'attendais comme waouh. J'ai beaucoup aimé les Affranchis. Non, attends, excuse pas les Affranchis, c'est Casino. Casino de. Tout le monde me parlait de Casino de Scorsese, donc il disait comme ah, regarde, c'est incroyable. Puis quand j'ai vu Casino, j'avais été trouver ça ultra normal. J'avais pas trippé sur Casino. Non, les Affranchis, moi, tu vois, j'avais bien aimé. Mais tu vois, donc c'est ça, il y a des films, des femmes que tout le monde adore, puis que nous, ça nous rejoint moins. Ça arrive. Mais oui, donc Django 6e. Laissez-moi vous parler de la collègue de Tarantino qui a fait le plus de films, Sally Menke. Donc, un réalisateur est rarement aussi bon que l'équipe qui l'accompagne. Si vous connaissez donc un peu, on parle donc des Affranchis, Scorsese a travaillé sur tous ses films avec la même monteuse, Thelma Schumacher. Thelma et Martin Scorsese, ils ont tout fait ensemble. Tous les films que tu regardes de Thelma Schumacher, c'est ses films à lui. Il travaille tout le temps ensemble, tout le temps. Peut-être sauf pour les documentaires. Si vous regardez les films de Steven Spielberg, vous avez Michael Kahn. Je sais pas si j'écris bien. Oh, attendez, on va aller voir Jurassic Park. Donc, il y a des réalisateurs comme ça qui travaillent tout le temps avec les mêmes monteurs. Ils ont Michael Kahn comme ça. Michael Kahn, à partir de Jaws, c'était lui qui a fait tous les films de Steven Spielberg. Thelma Schumacher, tous les films de Scorsese. Sally Menke a fait tous les films de Tarantino jusqu'en 2009, jusqu'à Le Commando des bâtards. Pourquoi? Parce qu'elle est morte en 2010. Elle est morte juste avant Django. Django, j'avais adoré Le Commando des bâtards. Je vois que... Et je savais que Tarantino s'inspirait souvent des westerns. Puis je me dis, my God, Tarantino sort un premier western, c'est Django. J'avais extrêmement hâte de le voir. Je le vois et je le trouve quand même bien. Mais je sais pas pourquoi. Je trouvais qu'il manquait de quoi. Il manquait un petit quelque chose. Ici et là. Et je remarque donc c'est plus Sally Menke qui monte le film. Je vais voir. Elle est morte. C'est vraiment triste, la madame. Elle est morte. Elle était sortie à prendre une marche avec une de ses amies en montagne.
puis son amie est partie, puis elle a dit, moi je continue un petit peu à marche, puis ils l'ont retrouvée 2 jours plus tard morte. Elle a fait une installation, je pense, si je me trompe pas. Elle est morte de même en nature. Elle était pas si vieille là, non plus. Là. Donc c'est une excellente monteuse, mais Django, c'est la première fois où il travaille avec une autre personne. Et, encore là, Django, ce n'est pas un mauvais film. J'ai aimé Django. Honnêtement, à partir du 9, à part Jackie Brown, que je trouve qui est vraiment moins bon, à partir du 9, là, c'est tous des films que j'aime. C'est juste, il faut quand même que je les fasse un ordre. Mais Django, il y a quelque chose que j'accroche pas. Il y a quelque chose que j'accroche vraiment moins. Regardez, j'ai même mis 7 sur 10. Comme, encore là, vous voyez, je suis pas consistant. J'ai mis 8 sur 10 à Reservoir Dog, mais j'ai mis 7 sur 10 à Django. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un fou de même, moi. Je suis pas mes propres notes. Mais il y a comme quelque chose, on dirait que le summum de la scène. En fait, je sais pourquoi. Les personnages que j'aime le plus dans Django, c'est le personnage de Christoph Waltz. Donc, Christoph Waltz qui joue Dr. Kingshurt, le dentiste. À partir du moment où il meurt, je trouve que le film perd vraiment beaucoup. Il y a comme une sorte de désintérêt pour moi, en tout cas pour moi, dans le film. Pas que le film Django est moins bon. Django, je suis d'accord avec toi, j'ignorais cette collaboration, mais j'avais pas accroché aussi. Mais tu vas voir aussi quelque chose à propos de ça. Le moment le plus intense du film, encore une fois, selon moi, comme j'ai oublié c'est quoi qu'on en parle en scénario, j'ai un blanc de mémoire, mais comme l'apothéose, c'est où justement Christoph Waltz tue Leonardo DiCaprio et que tout le monde se tire dessus. Et le film, je me dis, c'est la fin du film, Django va tuer tout le monde, puis ça finit de même. Mais il y a comme une autre partie du film qui continue où il se fait emprisonner, il se libère, puis il va tuer tout le monde. Et le film, ça fait du sens. Parce que il garde le vrai méchant pour la fin, puis le vrai méchant, c'est pas Leonardo DiCaprio, les blancs, c'est Samuel Jackson, qui est un noir qui trahit les autres noirs en étant devenu trop blanc. Phrase qui était intéressante aussi, qui n'est juste dans la traduction en français, mais pas en traduction en anglais. Il y a dans la traduction française, donc c'est pas une phrase de Tarantino parce qu'il n'est pas en anglais. Django dit au personnage de Samuel Jackson: toutes les noirs veulent partir, sauf toi t'es déteindu avec le temps. Comme t'es rendu trop blanc. Oui, la petite revenge story est nice aussi, mais c'est pour ça que je crois que c'est peut-être un problème au fait que Selim Menki est plus là puis que ce soit un nouveau monteur avec qui il travaille. L'apothéose du film arrive et il reste un bon 20 minutes, 25 minutes au film. La vraie revanche où Django se libère et va tuer donc Samuel Jackson. Il y a comme encore ce 25 minutes-là où on dirait comme le meilleur moment est passé, puis il faut finir l'histoire. Et je sais pas si c'est un problème de montage. Parce que tu sais, des fois, ça c'est une affaire qui est assez connue, que mes profs me disaient au cégep. Pulp Fiction a été monté en désordre parce que justement la monteuse avait dit: tu vois, la partie la moins intéressante, on va la mettre au milieu. Comme ça, au moment où on va finir sur une partie super forte, les gens vont avoir une meilleure image à la fin. Selon moi, donc, la partie la plus forte est pas en plein milieu, elle est au 4/5e. Et la fin me laisse un petit peu comme ramolli. Aussi, donc c'est ça, je trouve que le personnage le plus intéressant, c'est Christoph Waltz puis Leonardo DiCaprio. Quand les deux finissent, j'enlèverai à Jamie Foxx, que je trouve que c'est un très bon acteur, puis au personnage de Django. Mais c'est ça me laisse un petit peu... Aussi, clairement, puis là aussi, c'est pour ça que c'est assez étonnant. La première fois que j'avais vu Django, j'avais moins trippé parce que j'avais des grosses attentes sur ce film-là. Je revois le film avec beaucoup de sous-attentes. Je l'ai autant aimé qu'avant, mais je l'ai pas plus capoté que beaucoup de mes amis qui capotent sur Django, comme Frédéric qui était là tantôt, qui lui le met dans son top 1 ou 2 personnel. Moi, je le mets 6e. Mais ce que je trouve très intéressant, dans tous ces films, sauf Jackie Brown, dans tous ces films sauf 2, les personnages de Tarantino, c'est des badass. Quand vous regardez un film de Tarantino, vous voyez un badass face à un autre badass, puis ça va être qui va être le plus cool entre les deux, qui va le tuer. Ou qui va comme dire la phrase qui sort de même. Il y a un aura des personnages un aura tarantinesque autour des personnages. Dans Django, ce que j'aime par contre, c'est que on voit le personnage de Jamie Foxx passer de personne normale à un badass. Tu vois l'évolution du personnage pour devenir tarantinesque.
sais pas si vous comprenez un petit peu qu'est-ce que. Peut-être ça fait longtemps que vous avez vu, mais au début, je suis pas fan de Jamie Foxx. Moi, en fait, je suis peut-être. C'est pas de Jamie Foxx que je suis fan, mais j'aime beaucoup les films dans lesquels il a joué. Ok, non. C'est lui qui. J'ai détesté Ray Charles, mais j'ai adoré Collateral et j'ai adoré Baby Driver. Comme je suis un grand fan de Edgar Wright. Et j'ai adoré, donc je pense que j'aime beaucoup Jamie Foxx parce qu'il y a des films que j'ai aimés extrêmement fort de lui. Collatéral, mon Dieu, écoutez ce film-là. J'ai adoré Collatéral, incroyable. Je m'attendais à rien aussi, donc peut-être j'ai été super surpris. Je connais très peu Michael Mann, mais quel film. Bref. Donc c'est ça, Django, au début, il hésite même à tuer des gens, à part comme ceux qui l'ont fouetté parce qu'ils ont fouetté lui puis sa femme. Mais quand il doit tuer des innocents, quand il doit apprendre un petit peu comment ça marche, c'est un esclave donc il sait pas comment un peu ça marche les coutumes en dehors des champs de coton. Et il apprend un peu comment ça marche la vie et il se fait apprendre un peu à devenir le personnage badass qu'il va devenir à la fin. Donc ça, j'ai trouvé ça fun. Parce qu'il y a quelque chose que j'adore Tarantino, mais je trouvais que ces personnages se ressemblaient souvent. J'avais oublié Jackie Brown, justement, où justement ces personnages sont peut-être un petit peu moins badass. Il y a le personnage de Robert De Niro, qui est un loser fini dans Jackie Brown. On va reparler de Once Upon a Time in Hollywood, et c'est une des raisons pourquoi vous avez peut-être Once Upon a Time in Hollywood dans le top 5. Je trouve que les personnages sont super intéressants, parce qu'ils sont très sortis de l'univers de Tarantino. Dans le Taxi, j'ai aussi aimé Collateral, mais Django, beaucoup moins. Mais c'est ça, donc je suis d'accord avec toi, Django, c'est pas le personnage le plus intéressant du film de son propre titre. Ironique. Mais le film est bon. Le film il est cool. Il y a des beaux plans, la musique est bonne. Il y a des scènes vraiment nice. C'est pas grâce à Django, puis à partir du moment où lui meurt, où Christophe Waltz et Leonardo meurent, bof. Donc voilà. On arrive donc en 5e position. Et je crois qu'en 5e, j'hésite encore en 2. Je sais c'est quoi mon top 3. Non, même pas. Mon 5e, je vais mettre Kill Bill. Quand j'ai vu Kill Bill la première fois, donc c'était un film que je trouvais d'action extrêmement cool. Et c'est de l'action sans arrêt. Puis la scène à la fin où le personnage se bat contre les 88, donc au sabre au Japon. C'est extrêmement stylisé, vraiment nice. Mais ce que j'ai vu pour avoir écouté tous les films dans l'ordre chronologique, les 3 premiers films, Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Jackie Brown, c'est une réalisation extrêmement bonne, mais on sent que c'est plus, je dirais pas terre à terre, mais moins extravagant. À Kill Bill, on voit qu'il y a un peu plus de moyens, on me dirait qu'il y a un peu plus confiance aussi en son talent de réalisateur. Il y a des plans extrêmement stylisés. Je dis pas que les autres, que Pulp Fiction, Jackie Brown ou Reservoir Dogs n'ont pas des plans stylisés, mais c'est vraiment comme un ballet. C'est clairement aussi, il y a une raison, c'est parce qu'il y a plus d'argent dans Kill Bill. Il peut utiliser des grues, il y a des décors, tandis que les 3 premiers films sont faits sûrement en décors naturels, j'imagine. Mais à partir de Kill Bill, c'est des décors en studio. Donc, il peut faire des shots incroyables qui sont beaucoup inspirés, en tout cas, qui me font beaucoup penser à du Steven Spielberg ou du Alfred Hitchcock, des plans en grue, ou dans Kill Bill, je ne sais pas vous rappeler. On visite toute la place où il va y avoir la scène finale, et donc ils vont jusque dans les toilettes. Puis on voit où sont le personnage de Lucy Liu. Et là, c'est un plan séquence qui descend jusqu'aux gens qui jouent la musique. Puis après ça, on suit Uma Thurman qui va dans la salle de bain. Puis ça, c'est un long plan séquence avec une caméra qui traverse partout. Mais Kill Bill a vraiment une mise en scène que j'ai trouvée extrêmement, avec mes yeux aujourd'hui de cinéphile plus averti, ultra intéressante. Le montage aussi est super intéressant. Et pourquoi je ne le mets pas plus haut? Parce que c'est vraiment, je pense, juste un effet personnel. J'aime beaucoup le personnage de Uma Thurman, mais c'est pas l'histoire finie, mais le film finit, mais l'histoire n'est pas finie, donc peut-être plus pour ça. C'est un peu ironique. Si je mettais Kill Bill 1 et 2 ensemble, je pense qu'ils seraient avant Django, honnêtement. Kill Bill 1 et 2. Mais Kill Bill 2, je le trouve moins bon que Django.
Mais c'est ça, aussi la musique. Tu sais, Kill Bill, c'est peut-être le deuxième Tarantino que j'ai vu après Pulp Fiction. Oui, c'est le deuxième Tarantino que j'ai vu après Pulp Fiction. Et c'est plus que juste des simples films d'action. C'est extrêmement jouissif. Les scènes d'action sont très bien faites, extrêmement jouissif et c'est très original dans la mise en scène. Mais même d'un point de vue aussi, c'est la première fois qu'il travaille avec Robert Richardson et la direction photo et artistique sont très très belles. J'ai rien à dire. C'est juste un gros hommage à tout ce qu'il aime. C'est un gros hommage aux films d'action, aux films d'action japonais de samouraï et au western. C'est pas étonnant que ça a pris 6 ans pour se renouveler et on le voit vraiment entre Jackie Brown et Kill Bill, il y a vraiment une grosse différence dans son travail. Ça se voit qu'il y a eu 6 ans où il s'est comme ressourcé. Un peu comme Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, pendant 5 ans, il n'a pas fait de film pour justement se ressourcer en tant que réalisateur. Puis quand il est revenu, c'est là qu'il y a eu comme sa grosse. Il était déjà très connu avant, mais il y a eu un gros gap dans sa mise en scène. Mais c'est ça, j'ai pas grand chose à dire sur Kill Bill. Juste un bon film. C'est juste un film que j'apprécie beaucoup. Qui est très divertissant. Après ça, numéro 4. Est-ce que, à part Django, est-ce qu'il y a des affaires qui vous surprennent à date ou non? Dans le top 10? Parce que je vous demande ça pour réfléchir un peu. Parce que... Là, je suis un peu... J'hésite. C'est juste de juger tes goûts en même temps. Django, c'est celui qui me surprend plus. Le reste, je suis assez d'accord. J'ai vu aucun de ces films. Mais non, t'as vu... Ah, non, mais t'as vu Django? T'as vu Django, Rose? Les 4 derniers, c'est ceux que t'as vu. Oui, c'est sûr que c'est difficile de juger de mes goûts, mais vous pouvez parler de vos goûts aussi, c'est une conversation. Sinon, j'aurais fait une vidéo YouTube, puis c'est ça. Mais le 4, c'est ça. J'hésite entre 2 films. J'hésite entre Pulp Fiction et Hateful Eight. Kill Bill, j'ai jamais accroché. Perso, j'aurais mis en dernier. Je suis pas fan des mangas. Je suis pas fan des mangas non plus. Honnêtement, je suis vraiment pas fan des mangas. Mais je suis... j'aime quand même la culture des samouraïs, des films de samouraïs, même si je n'ai jamais écouté. En tout cas, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime dans ce film d'action-là, que je trouve assez différent des autres. T'as pas accroché pourquoi à outre l'univers des mangas? Est-ce que c'était le personnage de Uma Thurman? Django est top 3 pour moi, Kill Bill aussi. Est-ce que Hallucinator, t'as-tu vu Once Upon a Time in Hollywood puis Hateful Eight? J'imagine que t'as vu Pulp Fiction puis Inglourious Basterds, j'imagine. Yup. Okay. Donc là, j'hésite entre Hateful Eight et Pulp Fiction pour 4 et 5. Je pense que je vais mettre en numéro 4 Hateful Eight. Donc j'ai réécouté. T'as tout vu sauf Jackie Brown et Reservoir Dogs. Je te conseille quand même Reservoir Dogs, c'est pour vrai. Moi je le mets en 8e. Mais honnêtement, je pense que il est très facile d'accès et que tout le monde pouvait l'aimer. Jackie Brown est moins facile d'accès dans ses films. C'est peut-être le film qui est le plus difficile à accrocher pour un spectateur moyen. Mais Reservoir Dogs, je pense que n'importe... En plus, Reservoir Dogs est très court. C'est 1h30, 1h26. Et tout le monde peut embarquer. Hateful Eight, donc c'est ça. Les 4 derniers, je les adore. Puis comme c'est très difficile de faire mon top 3 final. De savoir qui rentre dans mon top 3 et qui ne rentre pas. Hateful Eight, c'est vrai que j'ai pas raconté les histoires, mais en général, vous connaissez assez bien le film de Tarantino. J'aime beaucoup les personnages principaux de Hateful Eight, donc ceux qui sont dans la caravane au début. Le personnage de Kurt Russell. En fait, Kurt Russell, je l'aime beaucoup en général. Je trouve que j'aime beaucoup les personnages qui jouent dans l'univers de Tarantino. Et dans The Thing, j'aime beaucoup The Thing. J'aime le personnage de Samuel Jackson et celui qui joue le shérif.
que je trouve le fun dans Hateful Eight, et je me demandais si j'avais autant aimé la première fois que la deuxième fois que je l'ai vu, c'est la deuxième fois que je l'ai vu cette semaine. Quand j'avais vu au cinéma, j'essaie de deviner qui ment, qui dit, Hateful Eight est sorti en 2016, si je ne me trompe pas. 2015. J'avais été voir au cinéma, donc dans la sortie en 70 mm, donc sur grand écran. Et tout le long, j'essaie de voir qui dit la vérité, qui ment. Donc c'était Walton Gokin qui jouait le shérif Chris Mannix, donc le gars qui est super raciste. Et que Samuel Jackson et Walton Gokin, à la fin, les deux sont les derniers survivants, même s'ils vont bientôt mourir. Gros spoiler, désolé. Mais donc c'est ça, je me demande qui va survivre, qui dit la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et c'est toute cette façon d'énigme-là que j'aime. J'aime aussi que Tarantino revienne un petit peu à ses films de début. Reservoir Dogs, c'est un huis clos. C'est donc un huis clos, donc c'est dans un espace fermé. Hateful Eight, c'est dans un espace fermé tout le long. Et c'est juste l'écriture et les confrontations entre les personnages qui fait que c'est intéressant. Donc la première fois que je l'ai vu, c'est ça que j'aimais. Et la deuxième fois, même si je savais qu'il était méchant, je trouvais ça le fun. Même si tu sais la réponse, en tout cas, même si je savais la réponse, j'aimais voir ces dialogues entre ces personnages, ces confrontations avec ces personnages, et juste cette tension sous-jacente de qui va sortir. Un de mes films préférés, et mon film préféré d'horreur, c'est The Thing. The Thing, qui donc avec Kurt Russell aussi. Si vous l'avez pas vu, c'est des 12 scientifiques. C'est un film de 1982. T'as pas vu le film, t'as pas vu The Thing, ou t'as pas vu Royal, t'as pas vu Hateful Eight? Parce que là, je t'ai dit un punch en fait exprès, désolé. Donc, The Thing, c'est un film 12 scientifiques en Antarctique, et il y a une présence extraterrestre qui permet de prendre possession du corps des gens. Mais pas juste d'une personne à la fois, elle peut prendre possession de plusieurs corps à la fois. Et donc, tout le long du film, tu sais jamais qui est encore vivant et humain et qui est possédé par l'alien. Même le personnage principal de Kurt Russell, tu ne sais jamais qui est qui. Et le film est excellent parce que même en réécoutant le film, tout le long, tu te poses des questions. Tout le long, tu es stressé. C'est un super... c'est super intéressant parce que le film... Donc, en plus d'avoir le même personnage principal, The Thing t'as adoré, ah parfait, donc c'est ça. Kurt Russell, en plus d'être dans le film Les 8 Enragés, qui est un petit peu dans le même style, il y a la musique de Ennio Morricone. Si vous ne connaissez pas Ennio Morricone, c'est un des plus grands compositeurs de musique du cinéma. Vous connaissez sûrement ses films, c'est lui qui a fait donc Les 8 Enragés, c'est lui qui a fait The Good, The Bad, The Ugly, c'est lui qui a fait Once Upon a Time in America, les chansons... C'est lui qui a fait tout ça. Et c'est lui qui a fait la musique donc de Hateful Eight et des 8 Enragés, excuse-moi, et de Thing. On voit pas qui. Lui là, il est mort par contre. Les condoléances. Un peu d'amour pour Ennio Morricone, ça. Oui, j'adore les westerns. Oui, j'adore les westerns. Où tu parles de moi, je sais pas si tu parles de moi ou de Ennio Morricone, mais oui, moi j'aime beaucoup les deux. Et donc, quand Tarantino a demandé à Ennio de faire la musique pour son film Les 8 Enragés, qui donc reprend Kurt Russell, qui reprend un huis clos enneigé où on essaie de savoir qui dit la vérité, beaucoup de références avec The Thing, hein, beaucoup de références avec La Chose. Ennio Morricone a décidé de prendre ces musiques qu'il n'avait pas utilisées pour le film de 1982. Il a composé des musiques originales pour le film de Hateful Eight, mais il a repris aussi des musiques de ce film de Kurt Russell des années 82 qu'il n'a pas utilisé. Donc il y a vraiment une ambiance assez 80s dans la musique. J'adore la musique de Ennio Morricone et j'adore particulièrement celle-ci qui est assez oppressante, qui est assez stressante. J'aime aussi le fait, comme si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'aime les films où il n'y a pas un personnage principal mais qu'il y a plusieurs personnages qui sont tous extrêmement bien développés. J'aime les films choraux, j'aime les films où on voit, il y a pas qu'on vous suit plusieurs personnes à la fois. Avoir un huis clos avec 8 personnages, mais c'est plus 9 parce qu'il y en a un 9e qui est là assez longtemps, que tu vois 9 personnages puis que là, tu laisses leur espace à ces 9 personnages-là,
C'est sûr que j'adore. Je trouve que les paysages sont magnifiques. Je trouve que le jeu de la chasse à la souris est encore intéressant. Et même s'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, il y a une tension sous-jacente qui est là tout le long. Hostel, c'est pas Tarantino qui l'a réalisé. Hostel, c'était produit. Je pense que Tarantino était producteur exécutif, si je me trompe pas. Et je t'avoue que je n'ai même honte à moi, mais on n'a qu'une vie et je regarde le plus de films que je peux. Hostel, c'était-tu l'auberge en français? Ouais. C'est ça, c'est Eli Roth qui l'avait réalisé. Mais lui, il était producteur. Exécutif, c'est ça. Eli Roth, qui est un des amis et acteurs dans Inglourious Basterds, on peut voir ici, et dans Cabin Fever, qui était aussi, je pense, produit par Tarantino, je suis plus certain. Et donc, c'est ça, j'ai pas vu Hostel, par contre, je connais, mais c'est pas. Je prends vraiment les films qui sont réalisés par Tarantino pour ce soir. Donc, c'est ça, j'hésitais beaucoup avec Hateful à en mettre en troisième parce que même à la fin, j'avais encore une très grande satisfaction et j'aime beaucoup les personnages de Hateful Eight. Par contre, je vais mettre Pulp Fiction plus haut parce que, comme je dis, c'est un film extrêmement important pour moi qui m'a beaucoup marqué. Par contre, en réécoutant le film, Pulp Fiction, je vais pas le mettre en premier ou deuxième. Pour une seule raison. Pulp Fiction, je le trouve encore excellent. Je l'ai réécouté et j'ai encore apprécié ça et j'étais très rassuré en voyant ça. Parce que je me disais, ça faisait si longtemps, peut-être que j'avais vieilli, peut-être que mes goûts, non. Je trouve que le film fonctionne encore très très bien et que les dialogues et les personnages sont encore très intéressants et une atmosphère, une ambiance que j'apprécie beaucoup. Mais la partie de... Non, mais c'est même pas pour pas faire comme tout le monde, mais il y a juste une raison en fait. C'est la partie de Bruce Willis. Je trouve que la partie de Bruce Willis est vraiment moins forte. Toute la partie où, tu sais, genre, il doit retrouver sa montre et là, il se retrouve enfermé, puis là, ils se font comme violer, genre, dans un magasin. Et je suis comme... D'où ça sort? Pourquoi? Genre, on dirait que c'est pas... C'est sûr que ça... Oui, ok, non, mais c'est sûr que ça le va en punch, hein, si vous voyez entre les deux derniers qui restent. Mais c'est ça, mais même si c'est la partie de Bruce Willis, c'est pas inintéressante, je trouve quand même que la relation qu'il a avec sa femme, sa copine est touchante, je trouve que c'est beau, mais je le trouve... Donc c'est sûr, dans le sens où si tu sais ce qui arrive à Bruce, c'est moins frappant. Oui, non, c'est sûr. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que, étant donné que je sais comment ça va finir, genre, je suis moins comme intrigué dans cette scène-là avec Bruce Willis. Mais, tu sais, encore là, c'est pas une mauvaise séquence. C'est juste que je la trouve pas aussi forte que le reste du film. Mais encore là, aussi, il y a une autre chose. Je fais ça aussi, mais dans 5 ans, je referais le top 10. Peut-être que Pulp Fiction serait plus haut. Peut-être que, les classements changent au fur des années et au cours des années. Il y a 10 ans, j'avais fait le top des films de Tarantino. Pulp Fiction serait premier ou deuxième, clairement. Là, je le mets troisième. Et encore là, c'est pas parce que Tarantino il est troisième que c'est pas un mauvais film. C'est le film qui m'a le plus marqué de ma vie. Mais il y a une raison pourquoi je mets Commando des bâtards et Once Upon a Time avant. Et c'est complètement émotif. C'est pas du jugement artistique ou tout ça. C'est complètement émotif pourquoi les deux sont avant. Quand je regarde le film. Pulp Fiction, non. C'est ça. Comme tu dis, Royal, les dialogues sont incroyables. Les personnages sont incroyables. La mise en scène est incroyable. Tout est parfait dans le film. Il n'y a rien. C'est juste que la partie de Bruce Willis, je la trouve... Tu mets un film qui est parfait, il y a une scène qui est très bonne, mais quand le reste du film est parfait, la scène qui est très bonne, on dirait clash beaucoup avec le reste. Et c'est pas pour rien aussi que, donc, comme j'avais dit l'anecdote plus tôt, que Sally Menke a mis la scène de Bruce Willis plus tôt. Elle sait que la scène de finale avec le vol le vol à main armée dans le restaurant est très très forte et très très bonne et c'est une bonne fin de film. C'est pas pour rien que le film est écrit dans cet ordre-là. Je pense que ça donne une meilleure image au film, que ça finit mieux le film.
d'avoir Bruce Willis, d'avoir John Travolta et Samuel L. Jackson qui finissent de même après avoir eu le gros dialogue dans le restaurant et le vol. Je trouve que c'est une meilleure fin. Je trouve que tu finis le film plus heureux. Aussi, avoir le personnage de John Travolta qui meurt aurait été un petit peu plate. Là, au moins, tu finis avec eux qui vivent encore. Mais non, mais comme je dis, Royal, comme je vous dis à tout le monde, Pulp Fiction, sans ce film-là, je serais même pas amoureux du cinéma. Donc, c'est pour ça que je suis assez étonné de le mettre moi-même. Moi-même, je suis étonné de le voir en troisième. Mais je vais pas vous mentir, je vais pas me mettre en premier parce que tout le monde le dit qu'il est bon. Puis je le dis aussi qu'il est excellent. Je vais pas vous le mettre en premier pour faire comme justement, voilà, tout le monde le met, moi aussi. Je l'ai réécouté. J'ai trouvé ça aussi bon qu'avant, sauf la partie de Bruce Willis que j'ai trouvé moins fun. Ce qui nous emmène au dernier. Once Upon a Time in Hollywood et Le Commando des bâtards. Je le mets en deuxième. Ça aussi, j'avais pas revu le film depuis sa sortie. Et je me demandais vraiment si j'allais autant l'aimer quand j'allais le voir. Commando des était une fois à Hollywood, je le mets en deuxième. Parce que quand je repensais au film, avant de l'écouter, j'ai écouté le film hier. Avant d'écouter, je me disais, peut-être que j'ai surcoté ce film-là. Je me rappelle quand j'avais vu, et j'étais sorti du cinéma, j'avais dit, ça c'est parmi. Pour moi, quand j'avais vu Once Upon a Time in Hollywood, je disais à ma copine, à Rose, c'est parmi ses meilleurs films de Tarantino, selon moi. Quand j'ai sorti. Puis là, je repensais avant hier, je me disais, demain j'écoute Once Upon a Time in Hollywood, peut-être que j'ai trop surcoté ça. Peut-être que j'ai mis ça trop haut. Et je le réécoute, et j'ai encore adoré. Pourquoi? Déjà, je vous ai dit quelque chose. Là, on va aller dans l'analyse. On va aller dans l'émotion, mais après ça, on va aller dans l'analyse. Tout le long du film, tu suis le personnage de Brad Pitt et de Leonardo DiCaprio, et des fois, tu vois Margot Robbie qui joue Sharon Tate. Tu vois à quel point le personnage... J'adorais aussi, mais pas à ce point-là. Ouais, mais je vais vous expliquer, parce que c'est ça, mais là, c'est très émotionnel, mais là, je vais aller dans l'émotionnel, puis je vais vous analyser aussi le film un petit peu après. Mais émotionnellement, pourquoi il me touche autant? Tout le long du film, tu vois le personnage de Margot Robbie, donc Sharon Tate, un petit peu ici et là. Elle n'est pas si importante, mais tu la vois juste quelques scènes, pendant que la vraie histoire de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio joue à côté. Qu'est-ce que tu vois de Margot Robbie? C'est une fille souriante, gentille avec tout le monde. Elle prend un autostoppeur puis elle fait un câlin pour l'emmener à une place. Elle est douce, elle rit, elle va au cinéma puis elle regarde à quel point le monde rit avec elle des passages dans le film. Elle est contente de juste faire ça. Le personnage montre que c'est une personne ultra gentille. Et je sais comment le film comment l'histoire finit à la fin. Quand je voyais le film la première fois, puis même en le regardant, tu sais que dans la vraie vie, Sharon Tate est morte. Tu sais qu'elle a été tuée par Charlie Manson puis son clan. Et donc, j'ai eu le même feeling et je sais pas pourquoi, puis c'est pour ça que Tarantino est un réalisateur qui me surprend toujours et que j'apprécie. Je regardais le film quand il est fini hier et que tu vois comment le bout où Brad Pitt tue tout le monde, tue les personnages du clan Manson, il les fait vraiment souffrir. Tu sens que c'est Tarantino qui voulait vraiment... tu sens que c'est Tarantino qui veut vraiment faire souffrir ces personnes-là, même si c'est pas cinématographiquement parlant. Contrairement, disons, on parle souvent, Django parle du Ku Klux Klan, puis il veut comme détruire un peu le Ku Klux Klan. Le commando de bâtard veut tuer les nazis. Mais on parle, puis là, c'est un peu sa trilogie de vengeance, que je dirais, vengeance historique. Django venge les Noirs du Ku Klux Klan. Le commando du bâtard, c'est les Juifs qui se vengent des nazis. Puis là, c'est le cinéma, littéralement, Once Upon a Time in Hollywood, c'est le cinéma qui se venge de Sharon Tate. Je suis d'accord avec toi, mais pas dans le top 3. True, mais je dis la même chose, puis j'allais faire le même rapport avec Django Inglorious. Mais c'est ça, puis là, comme je vous dis, c'est votre droit, mais quand je regarde le film et qu'il finit à la fin et que le clan Manson est tué, que Brad Pitt s'en va en ambulance, puis que Leonardo DiCaprio est sur son terrain et puis commence à parler par intercom à Sharon Tate qui dit « Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, voulez-vous venir chez nous? » Et que la caméra donc se soulève, qu'on voit Leonardo DiCaprio qui rencontre pour la première fois Sharon Tate, qui fait un câlin, puis qu'il y a une petite musique douce. Puis là, le titre du film arrive, Once Upon a Time in Hollywood. Je sais pas pourquoi ça me
touche au plus profond de mes émotions. C'est pas, il y a pas d'analyse, c'est juste, je trouve ça tellement beau, comme qu'est-ce qui aurait pu arriver si ces personnages-là avaient existé, comment le personnage de Shaman Tate, ben la personne de Shaman Tate aurait survécu, qui était enceinte de 8 mois et demi, une petite musique douce, comme pour dire, comme quasiment au revoir, puis un hommage, donc. Et donc c'est ça, je trouve que le film aussi est bien construit, comme tout le long tu vois Shaman Tate qui est un personnage tellement doux, puis tu te dis, ah c'est tellement triste qu'elle soit morte. Et la vengeance, autant genre il y a des films comme Kill Bill où il y a 40 minutes où Uma Thurman tue une centaine de personnes, et je trouve ça très satisfaisant. Je ressens pas autant de satisfaction que quand je vois Brad Pitt avec son chien puis genre un coup de poing massacrer 3 personnes dans un salon. Je ressens tellement plus de satisfaction. Genre, aussi quand je revois le film, puis qu'il y a comme un moment où c'est comme 6 mois plus tard, puis Brad Pitt et Leonardo DiCaprio reviennent d'Italie. Et là, ils font comme tous les événements de la journée avant que le clan Manson arrive pour tuer. J'avais comme cette pression-là. J'ai vraiment ressenti encore les mêmes émotions que la première fois que j'ai vu le film. Donc c'est vraiment très très émotionnel que je le mets là au deuxième. Mais il y a aussi une autre raison que je trouve très le fun. Comme j'ai dit, tous les personnages de Tarantino, sauf dans Jackie Brown, c'est des badass. C'est tout le temps des personnages qui sont vraiment cool, sauf au Django, où tu vois le personnage de Django qui devient badass. Ce que j'aime de Once Upon a Time in Hollywood, c'est que t'as pas vraiment ça. T'as le personnage de Rick Dalton, le personnage de Leonardo DiCaprio, c'est un loser. Ben c'est pas un loser, mais il le dit lui-même, c'est un personnage qui est dans la has-been, c'est un personnage qui manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui se met en doute, qui se cherche, qui se questionne. Et je trouve ça très rafraîchissant et différent de voir ça dans l'univers de Tarantino, un personnage de même. Il a tout pour réussir. C'est un acteur de cinéma, puis un acteur de télé. Il a une belle maison, mais il n'a pas confiance en lui. Et je travaille en cinéma. Je veux devenir réalisateur. J'ai moi-même mes inquiétudes et mes inconforts et mes questionnements sur ma carrière artistique. Je vois ça, je fais clairement des parallèles avec ma vie. Je veux dire. Donc je trouve ça très beau, même si toute cette histoire-là. Et on a aussi de l'autre bord, on a un personnage de Brad Pitt qui est vraiment un personnage badass à la Tarantino, mais qui vit, il y a une scène complète qui montre où est-ce qu'il vit, qui vit dans un taudis dégueulasse. Donc c'est un loser au point de vue de la société parce que c'est le meilleur. Oui, moi aussi je t'aime mon cœur. Pierre avec deux coyotés. Oui, je sais, merci mon amour. Mais c'est ça, donc aussi on voit Brad Pitt qui est un personnage beaucoup plus badass, mais qui, au point de vue de la société. Merci pour le biscuit, mon amour. Mais c'est ça, donc comme tu le vois, comme d'un point de vue extérieur, il aurait l'air d'un loser. Donc tu vois un loser qui a l'air d'avoir réussi au niveau de la société, puis tu vois un badass qui a l'air d'avoir perdu face à la société. Mais tous les deux, Brad Pitt, au final, si Leonardo DiCaprio le pousse pas, il n'y a pas de job. Et il essaie de lui aussi de se retrouver du travail. Donc je trouvais ça vraiment intéressant de voir ces deux personnages-là dans l'univers de Tarantino. Donc, puis aussi, je le trouve. Honnêtement, je dis ça là, pourquoi je dis que dans 5-6 ans, je réécouterai, peut-être que je n'ai pas aimé. Là, je l'ai réécouté pour la deuxième fois cette semaine. Puis j'ai autant aimé pour toute l'émotion qui s'en dégage et pour tout ce rapport à l'art qui me rejoint. Mais j'avoue qu'il y a des longs moments où il se promène en auto. Des fois, comme. À part pour montrer les décors, puis il voit des chars, ça sert pas à grand chose. Certes. Mais c'est ça. C'est aussi tout mon amour avec le cinéma qui est vraiment représenté, qui représente une époque. Et aussi quelque chose que je trouve intéressant. La façon de montrer que Brad Pitt est vraiment est vraiment fort, parce qu'il y avait des gens il y avait la fille de Bruce Lee qui avait critiqué la scène où on voit la fille ou la petite fille où on voit son père dans le film. Je trouve ça vraiment intéressant parce que pourquoi Bruce Lee se bat contre le personnage de Brad Pitt, c'est pas pour rien, c'est pas pour juste montrer Bruce Lee puis faire du name dropping. On sait que Bruce Lee avait pas de cascadeur, on sait que c'était un gars qui était très fort dans la vraie vie puis qui était très bon en arts martiaux. Et pour montrer la force du personnage de Brad Pitt, qu'est-ce qu'ils font? Ils font se battre cette légende du cinéma avec ce personnage fictif. Et les deux
arrivent à égalité 1-1. Ils mettent les deux au sol, par terre, bang, puis voilà. Puis ils n'ont pas le temps de finir c'est un 2-2-3 leur combat. Ils n'ont pas le temps de finir le dernier, donc tu ne sauras jamais qui a gagné. Donc, même Tarantino veut pas ridiculiser Bruce Lee en le faisant perdre, mais veut montrer que son personnage est aussi fort que Bruce Lee en étant capable de se battre face à face. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une belle façon de montrer comment un personnage est fort. Tu lui dis pas qu'il est fort, tu le fais mettre en comparaison avec la force d'une autre personne. Et aussi, donc, on a Kurt Russell qui revient, on a Zoé Bell qui joue à l'épreuve de la mort, c'est celle qui est attachée sur le capot, mais qui revient, qui est la cascadeuse dans Kill Bill, la doublure de Uma Thurman. Elle vient dans Django, elle vient dans Hateful Eight, puis elle revient dans Once Upon a Time. Donc, Zoé Bell, elle revient dans tous les films de Tarantino à partir de Kill Bill. Kurt Russell, on a Michael Madsen, on a toutes les... j'ai oublié son nom, mais il a été coupé au montage. Il a donc Tim Roth. Tous des acteurs qui reviennent. C'est comme Tarantino dit qu'elle a peut-être arrêté le cinéma après son 10e film, mais aussi peut-être que Once Upon a Time in Hollywood serait son dernier. J'espère qu'il va en faire un 10e parce que moi j'aime toujours voir ses films. Mais s'il finit sur Once Upon a Time in Hollywood, je trouve que ça finirait bien. Même la dernière scène, on dirait que c'est comme une belle fin de carrière. Et donc, voilà. Donc je sais que c'est assez étonnant, mais c'est vraiment très très émotionnel que je mets là. En numéro 1, je mets Inglourious Basterds. J'ai réécouté le film et je me rappelle quand c'est le premier film de Tarantino que j'ai été voir au cinéma à partir du moment où j'ai découvert Tarantino. Et j'étais assis sur le bout de mon siège de A à Z tout le long quand j'ai vu le film en 2009. Je revois le film aujourd'hui et j'ai encore le même sentiment. Chaque scène est bien faite, bien maîtrisée et a son but d'être. Il n'y a pas un dialogue que je trouve qui n'est mal écrit ou qui ne sert à rien. Même l'idée de changer de langue. Le personnage de Christophe Waltz est juste incroyable aussi, mais le personnage de Brad Pitt aussi, puis beaucoup de personnages de Mélanie Laurent. Mais le personnage de Christophe Waltz qui parle 4 langues et que son changement de langue a une importance scénaristique, je trouve que c'est tellement génial puis intelligent. La première scène du film est juste un chef-d'œuvre. Mais aussi, il y a une autre raison. Oui, puis c'est ça. T'es Christophe Waltz, je veux dire, il méritait son Oscar. Et je trouve ça le fun aussi que Tarantino, dans Django, lui a donné un personnage complètement à l'opposé. Donc là, c'est le méchant suprême, puis dans Django, c'est le gars le plus gentil. Puis en fait, c'est pas. C'est Christophe Waltz, pour l'anecdote, qui avait demandé à Tarantino si je joue dans Django, je veux que mon personnage soit purement bien. Ah, ben merci pour belle voix, mon ami, je t'aime, mais c'est très gentil. Oh, le cracrama. Ah, c'est Marcel! C'est ça, c'est Marcel! Ben, allô, mon beau, content de te voir. C'est ça, c'est Marcel de l'université. Content, mon beau. Et bienvenue sur mon chat. Mais donc, c'est ça, en plus, encore une fois, j'aime les films chorales. J'aime les films où on ne suit pas un personnage, mais qu'on suit plusieurs personnages et que tout se réunit à la fin. Inglourious Basterds, c'est ça. Tu suis le personnage de Christophe Waltz, tu suis le personnage de Mélanie Laurent, tu suis le personnage de Brad Pitt, et tout ça, genre, chacun vit leur côté, leurs aventures de leur côté, et ça va arriver à la scène finale, qui est une explosion, genre, d'action et de ressentiment. J'aime aussi l'analyse du cinéma qui a comme les nazis qui regardent le film de propagande où on voit un nazi qui tue des juifs, des soldats, puis tout le monde rit, ha ha ha, mais que nous, les spectateurs, quand on regarde le film et qu'on voit les bâtards tuer les nazis, puis on fait comme ha ha ha. Comme j'aime cette parallèle-là entre nous, on réagit pareil que les nazis réagissent en voyant leur film de propagande. Donc c'est pour ça, Inglourious Basterds, je trouve que de A à Z, il n'y a pas une scène que je l'enlèverais. Je trouve que tout est ultra bien monté, tout est ultra bien construit. Et c'est comme Pulp Fiction en fait, mais Pulp Fiction, comme je vous dis, il y a une scène que je trouve qui est un peu moins forte que les autres, mais dans Inglourious Basterds, il n'y a pas une histoire que je trouve moins forte que les autres. Et c'est pas pour rien en même temps. Tarantino a passé 10 ans à écrire ce scénario-là. Après Jackie Brown, honnêtement, regardez Jackie Brown, puis on est à l'autre bout. Après Jackie Brown, il a pris 6 ans pour se ressourcer. Il va arriver avec Kill Bill. Mais pendant ces 6 ans-là, il commence à écrire Inglourious Basterds. Il commence à avoir cette idée-là. Donc, ça a pris 10 ans. Après. Et
aussi quelque chose d'autre qui est super intéressant. Je me rappelle donc, comme je dis, j'ai découvert le cinéma en 2007. Mais j'ai découvert le cinéma comme je l'aime aujourd'hui en 2007 avec Pulp Fiction. Et quand Inglourious Basterds est sorti, je lisais tout là-dessus. Et Tarantino, c'est comme... C'était vie ou de mort pour moi, là, quasiment. C'est comme... C'est incroyable. Je lisais beaucoup et je me rappelle quand le festival de Cannes avait présenté en première Inglourious Basterds, les gens étaient sortis en disant c'est bon mais c'est pas si bon. Et pourquoi? Tarantino et Sally Menke, donc la monteuse. Oui, Monsieur Darcy est là. Ouais, un petit peu d'amour pour mon petit chat s'il vous plaît. Sally Menke, donc la monteuse, ils n'avaient pas fini le montage quand ils avaient présenté le film Inglourious Basterds ils n'avaient pas fini le montage quand ils l'avaient présenté au gala, pas au gala, au Festival de Cannes. Quand ils ont présenté le film, c'était une version embryonnaire et ils ont retravaillé le film 3-4 mois plus tard. Hey, je pauvre avec les fils, mon petit chat. Ils avaient retravaillé le film pendant 3-4 mois. Et quand tu vois le film, c'est ça, il paraît que c'est plus la même version. Et moi, là, je suis déconcentré parce que mon chat, il est en train d'essayer de manger des fils électriques. Autre que je veux pas qu'il meure, je veux pas non plus qu'il brise mes affaires. Donc oui, donc comme je disais, c'est pour ça aussi l'importance, c'est là que j'ai découvert l'importance du montage dans une époque où j'avais pas encore fait d'école, j'avais pas encore étudié en cinéma. C'est là que j'avais découvert l'importance d'une bonne monteuse. Le montage, le monde disait que c'était un film complètement différent. T'avais exactement les mêmes rushs, donc les mêmes images, les mêmes scènes, mais la façon que Sally Menke l'avait monté, il paraît qu'elle avait amélioré la scène de fin. Donc j'ai pas vu le Festival de Cannes. Je peux pas dire qu'elle a changé, mais c'est ça. C'est pas mal tout pour mon classement. Donc on passe numéro 10 à Jackie Brown, Death Proof, Reservoir Dogs, Kill Bill Volume 2, Django, Kill Bill Volume 1, Hateful Eight, Pulp Fiction, Once Upon a Time in America et Le Commando des Bâtards. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Bien sûr, c'est un top 10 personnel. Et c'est pas pour rien que je trouve que c'est le fun à ce point-là. Tarantino, si on est cinéphile en général, on l'apprécie beaucoup, tout le monde l'aime et tout le monde a une opinion sur Tarantino. N'est-ce pas magnifique que quelqu'un a une carrière aussi incroyable qu'on peut tout s'ostiner pour dire quel est son meilleur film? Je veux dire, il y a des réalisateurs où la majorité du monde peuvent dire ça c'est son meilleur film puis après ça. Je suis pas fan de revoir l'histoire mais il mérite sa place dans le top 100. Tu parles d'Inglourious Basterds t'es pas fan de revoir l'histoire? Mais c'est ça, mais c'est pas un peu incroyable? Des fois, il y a des réalisateurs, tu te dis, ah, ça, c'est son pic de sa carrière. À partir de là, tout ce qui était avant, c'était pour arriver à ce film-là, puis tout ce qui arrive après sera jamais aussi bon. Tarantino, on peut en débattre, c'est ça qui est le fun. Il se réinvente tout le jour. À partir de. Oui, parfait. À partir de Kill Bill, il essaie de se réinventer. À partir de Commando des Bâtards, il essaie de se réinventer. Et même pour moi, dans son dernier film, il fait avancer son style, il se reste pas sur place. Et c'est quand même fou que quelqu'un qui a un style aussi défini que Tarantino puisse se réinventer autant. Donc voilà. Bien sûr, comme je vous dis, j'ai pas raison, puis c'est juste mes choix personnels. Donc voilà, c'était tout pour mon petit top 10 de Tarantino. Je vous l'avais promis depuis longtemps. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous êtes amusés. J'aime que tu mettes une fois Hollywood en deuxième, c'est bold, oui, merci, merci Marcel. Mais puis encore là, je le mets pas en deuxième, puis je mets pas Pulp Fiction en troisième juste pour faire comme ah, je vais être différent de tout le monde. Si Royal t'étais pas là, mais j'avais fait il y a un mois et demi, mon top 10 des films de Wes Anderson. J'avais mis le Grand Budapest Hotel en premier. C'est pas très original, on s'entend, le Grand Budapest Hotel, beaucoup de monde peuvent s'entendre que ce soit lui. En tout cas, unanimement, la majorité des gens disent que c'est le meilleur film de Wes Anderson en général. Donc j'avais mis en premier. J'essaie pas de vous faire réagir, tout ça. C'est vraiment mon top 10 aujourd'hui de ça. Là, dans 5 ans, on en reparlera. Et voilà, je vais save tout ça. Top 10 des films de Tarantino. Save. Merci.
merci, merci. On va fermer tout ça. Est-ce qu'il faut que je remette... Ah, voilà. Est-ce qu'on peut voir dans mon account... Si, regardez, si vous voulez, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, mon top 10 des films de Wes Anderson, donc j'avais mis Bottle Rocket, La vie aquatique de Steve Zissou, Rushmore, La vie des chiens, Darjeeling Limited, Fantastic Maître Renard, Royal Tenenbaum, The French Dispatch, Moonrise Kingdom, et le premier c'était Grand Budapest.